Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent pour ce nouveau podcast à destination des personnes en quête d'auto-affranchissement. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'appelle Mélissa, je suis accompagnée de Marie et Huguette. Bonjour Marie, bonjour Huguette. Bonjour à toutes les deux et Bonjour, bonjour à tous. bonjour à toutes les deux aussi et bonjour à tous et toutes. Alors aujourd'hui, je vais d'abord commencer par m'excuser si jamais le son n'était pas aussi bon du fait de ma voix, parce que je suis enrhumée. Et on va commencer par entrer, aujourd'hui pour ce deuxième épisode dans le vif du sujet, notre sujet qui est l'auto-affranchissement. L'auto-affranchissement de mon esclavage, de notre esclavage. Et ce que j'entends par, esclavage, ce sont les chaînes visibles ou invisibles qui me gardent esclave, qui font que j'accepte et endure l'inacceptable, qu'il soit physique, émotionnel ou mental. Il y a une phrase qui dit: «Quand l'esclave meurt, le maître disparaît». Vous l'aurez donc compris, c'est l'esclave qui met fin à sa condition d'esclave et non le maître. Il arrive un jour où l'asservissement, quel qu'il soit, n'est plus tolérable et qu'on se mette en quête de liberté, de souffle nouveau pour découvrir que ce qui rendait nos chaînes si difficiles à rompre, c'est la peur. La peur, ou plutôt les peurs devrais-je dire, que nous portons à l'intérieur de nous et qui se retrouvent aussi à l'extérieur, dans le monde, dans la société, et font que nous y baignons à plein temps. La peur de l'inconnu, la peur de manquer d'argent, la peur de perdre un être cher, la peur du regard des autres, des animaux sauvages, la peur de mourir, de souffrir, du changement. Vous l'aurez compris, la liste est sans fin. Il paraissait donc évident de commencer cette série de podcasts par la peur, qui est le socle de notre prison, de notre esclavage. La peur, c'est un peu comme le geôlier de la prison. Elle nous dissuade de sortir. Elle nous dissuade de sortir du connu, de faire autrement, d'explorer, d'expérimenter, etc. La peur est là tout le temps, en nous et en dehors de nous. Elle mène nos vies. Et la question c'est, qui serions-nous si nous n'avions pas peur? Je suis donc prisonnier de mes peurs avant d'être le captif de qui que ce soit d'autre. Et comment fait-on pour en sortir finalement? Surtout, par les temps actuels, pourquoi est-il si important de nous libérer de nos peurs? Alors Huguette, est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur cette peur, clé de voûte de notre esclavage? Avant de répondre à cette question, je voudrais exprimer que c'est ma conscience de qui je suis, c'est-à-dire une créatrice illimitée, amour infini, l'autorité suprême qui me pousse à m'auto-affranchir de la peur et de la souffrance qu'elle engendre. Soit je suis créatrice, soit j'obéis à un créateur extérieur à moi-même. Cela n'a plus de sens pour moi de nourrir mes peurs et mes souffrances. Personnocratia donne la définition suivante au mot conscience, qui est un état d'éveil à la réalité inhérente à tout ce qui existe, dies, créatrice illimitée. Au mot dies, un être suprême inhérent à tout ce qui existe. Elle est à la fois l'esprit créateur et la matière créée. Dies est un mot inventé par Guy et issu de l'amalgame des mots Dieu et déesse. Je l'utiliserai pour rappeler que nous sommes créatrices illimitées, autorité suprême, amour infini. Donner du pouvoir à mes peurs leur donne corps. C'est la racine de mes souffrances et de mes tourments. Je suis l'esclave de mes peurs et seul l'esclave peut s'auto-affranchir de son esclavage. Car c'est l'esclave qui fait le maître, le sauveur extérieur n'existe pas. La crise mondiale affecte le monde dans tous les domaines et l'étau se resserre. Les mesures prises précisément en direction des enfants sont intolérables et m'ont permis de décider d'en terminer avec la peur. Je sors de la pièce de théâtre dans laquelle je joue le rôle de la femme impuissante.
celle qui regarde, qui cherche à comprendre, qui a peur, qui pleure et qui se tait. Je vais tenter d'éclairer, de mon point de vue, ce qu'est la peur, de la faire descendre de son piédestal afin de récupérer mon pouvoir intérieur, mon autorité suprême. Le seul conflit, le stress, est le conflit de séparation de soi avec soi-même, entre la créatrice et la création. Ce conflit se manifeste parce que j'ai oublié qui je suis, c'est-à-dire Diès, une créatrice illimitée, amour infini, autorité suprême. Et parce que j'ai oublié qui je suis, du coup, je me prends pour un mouton, un animal peureux. Je ne peux pas imaginer être autre chose. Nous avons été programmés à penser, parler, agir en mouton. La peur nous garde dans l'obéissance aux autorités extérieures. Elle nous fait croire que nous sommes incapables d'y arriver par nous-mêmes, qu'il faut nous référer à plus grand que nous, que les autorités savent mieux que nous et que nous avons tout intérêt à leur obéir. Tout le monde a peur et contrôle tout, tout le temps. C'est nécessaire d'en prendre conscience. Mes peurs proviennent de mémoires de mes expériences liées au passé, ce qui me fait craindre et projeter le danger dans le futur. J'ai peur que les expériences de mort se reproduisent. Aussi, je prévois et me protège. Assurance, banque, loi, accumulation, retraite, éducation. J'ai peur que mes besoins ne soient pas satisfaits et que j'en meure. La peur se nourrit de notre crédulité. La peur, c'est une émotion pénible provoquée par une prise de conscience d'un danger ou d'une menace, réelle, animale, ou imaginaire, humaine. La peur nous rend réactifs ou inactifs de façon irraisonnée. Agitation physique, inertie, paralysie, suractivité mentale. Si je ne suis pas dans la peur, j'agis pour servir mon âme en toute tranquillité. Je crée. Les instincts de survie amènent l'animal à gérer les menaces extérieures pour sa sécurité. Soit il est tranquille, rien ne trouble son repos, soit le danger est perceptible ou visible, des menaces environnantes se font sentir, et là, soit il attaque, frappe si le danger semble maîtrisable, l'animal se sent fort et dominant, soit il fuit s'il se sent dominé, limité dans son pouvoir de gagner, soit il fait le mort, c'est-à-dire se fige, une autre stratégie pour éviter de mourir. Nous nous comportons comme un animal lorsque nous avons peur. Donner le pouvoir à mes peurs, c'est donner le pouvoir aux mémoires de mes corps, mental, vital et physique, de commander ma vie, et dans la société, c'est donner le pouvoir aux autorités extérieures de contrôler tous les aspects de ma vie, par mesure de sécurité. Mettre fin à la peur humaine, c'est défaire le programme de mort. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. L'ombre, la peur est tout simplement un espace non éclairé, non encore venu à la conscience. Je répète, l'ombre, la peur est tout simplement un espace non éclairé, non encore venu à la conscience. Aussi, utilisons notre lampe intérieure, l'amour, pour éclairer nos peurs afin de les transformer. Ce qui se passe dans ce monde est parfait pour notre évolution de conscience. C'est un reflet de soi-même. La peur amène à la guerre en soi et à l'extérieur de soi et à la mort. Ai-je conscience des tensions, des guerres, des conflits entre plusieurs aspects de moi-même?
de mes convoitises, mes désirs, mes peurs, croyances, de mes tendances, de mes attaches? Non, la plupart du temps. Et oui, de plus en plus, au fur et à mesure de l'avancement sur le chemin. Ai-je conscience de mes rôles dans la pièce de théâtre? Ai-je conscience que je peux quitter la scène et passer à autre chose, agir autrement dans la vie, de sortir de mes habitudes, de mes comportements répétitifs, de mes automatismes? Ai-je conscience de mon besoin de sécurité et de protection? Ai-je conscience que je m'auto-censure, m'empêche de vivre, souffre, m'épuise, tombe malade et meurt? La conscience permet la transformation, le passage à qui nous sommes réellement, amour infini, créatrice illimitée, à condition d'agir selon notre conscience. C'est ma prise de conscience de ma peur de ne pas faire assez vite, de ne pas y arriver, qui m'a permis de lâcher prise, de réaliser que cette peur était issue d'une mémoire du passé et qu'elle n'avait rien à faire dans mon présent. Son pouvoir sur ma vie et sa charge émotionnelle a perdu en intensité. Je l'identifie et je désamorce la panique qu'elle provoque plus rapidement. J'agis à mon rythme et lorsque je le sens, il n'y a nulle part où aller, rien à perdre. Je crée dans l'instant. Mourir à la peur, c'est se souvenir de qui nous sommes, créatrice illimitée, l'autorité suprême et amour infini. C'est mourir à mes réactions animales et naître à l'amour, à l'action mue en moi lorsque je m'abandonne aux directives de mon âme. C'est de m'occuper de mes peurs, de les accueillir et de les transformer, de dire stop à leur envahissement. C'est prendre conscience qu'une partie de nous voudrait qu'on lui prenne la main et lui dise ce qu'elle a à faire, pour éviter d'affronter la peur de se tromper et d'en payer les conséquences. Mourir à la peur, c'est prendre conscience que nous avons été conditionnés à consentir à donner notre pouvoir à l'extérieur. C'est prendre conscience que la peur est la nourriture illusoire de notre personnage fictif, l'esclave de nos peurs. C'est prendre conscience que la peur peut se camoufler parfois derrière des explications. C'est arrêter de s'identifier à ces peurs. Nous sommes amour infini, créatrice illimitée. Mourir à ces peurs, c'est prendre conscience que nous la nourrissons, que nous l'aimons, que nous y sommes attachés, que nous en sommes esclaves. En devenir conscient permet de passer de la peur à l'amour, un changement de gouvernance. C'est se rappeler que nous ne sommes pas des animaux. Nous avons des relents d'animalité. C'est les dissoudre dans l'action. Si j'ai peur de faire quelque chose que mon âme me demande de faire, comme ce podcast, alors je décide de le faire. Je traverse mes peurs jusqu'au moment où elles se dissolvent, où j'aime faire ce que je fais. Je le fais en accord avec moi-même. C'est m'entraîner à m'affirmer, à m'afficher et à m'assumer à mon rythme. C'est aussi m'entraîner à la vigilance, m'entraîner à identifier le déclencheur et désamorcer l'emprise le plus rapidement possible. C'est cesser de collaborer avec le vieux monde d'illusions. C'est s'affranchir du jugement. C'est décider de passer à la gouvernance exclusive de mon âme et lui obéir. J'abandonne le contrôle du futur. Ah. Désolée. Désolée pour cette interruption. Dans le programme de mort, travailler, s'ouvrir, vieillir et mourir, la peur a sa raison d'être. Elle nous permet de nous amener à l'épuisement
et bientôt à la mort. Actuellement, les médias diffusent des menaces fictives de la fin de l'humanité. Vais-je donner du pouvoir à cette propagande ou vais-je prendre ma vie en main et créer ce qui est bon pour moi dans l'instant? Vais-je dire non à l'inquiétude qui pourrait naître de ce qui est dit, de ce qui se trame contre l'humanité? Je peux décider d'arrêter d'exécuter ce programme de mort. Si je me souviens de qui je suis, j'obéis à mon âme et la peur disparaît. Je m'entraîne à discerner le vrai du faux, à agir sans compromis. Je n'évalue, ni ne critique, ni ne juge la création de Diès. Tout est parfait pour mon évolution de conscience. Je me laisse surprendre par les improbabilités. Agir selon ma conscience permet la transformation, permet le passage à qui je suis réellement. C'est la conscience que je suis tout, que tout est contenu en moi, qui, grâce au miroir que l'extérieur me renvoie de moi-même dans mon quotidien, que je peux évoluer en conscience. J'accueille ce que le monde extérieur me renvoie de moi-même, sans jugement, quel que soit le ressenti souvent désagréable et menaçant. Le monde de vérité est à l'opposé du monde de peur, de mensonge. La question est-ce que je continue à nourrir mon animalité et sa sensiblerie, sa sentimentalité, son attachement, son désir de possession, sa petitesse, son besoin de survie? Ou est-ce que je décide de passer à autre chose, c'est-à-dire de devenir qui je suis, les pieds dans l'inconnu? L'œuvrage est à faire en soi-même. Le retournement est à faire à l'intérieur de soi. Il s'agit de traverser le mur de peur, en confiance et en conscience de qui je suis. Je suis amour et non esclave de mes peurs. À un moment donné, le mur de peur est tellement en déconstruction qu'il ne peut que s'écrouler. C'est fini la peur, et l'être d'amour que nous sommes, la lumière, le rayonnement se répand dans le monde entier. Tout est éclairé, tout est lumière. La lumière, la conscience a toujours raison sur la peur, sur l'ombre. Je ne veux plus rien, je suis. Aussi, osons nous aventurer sur les chemins non connus, non battus, afin d'en découvrir les trésors, les joyaux inexplorés, ne serait-ce que le pouvoir de la conscience qui est amour. Que la vie commence. Démasquons la peur, découvrons la vie. Excusez-moi. Que la vie commence. Démasquons la peur, découvrons l'amour. Voilà une approche de ce qu'est la peur, l'outil de la mort dans l'ancien paradigme. Travailler, souffrir, vieillir et mourir. Derrière elle, au plus profond de nos cellules, se cache l'énergie d'amour, l'outil de la vie. Dernier flash, puissent mes cellules prendre conscience que mes peurs ne sont pas plus que du pipi de chat. Jouons, rions, rajeunissons, vivons. Voilà le nouveau programme de vie. Merci pour votre écoute. Merci Huguette pour ton propos qui va me permettre de rebondir sur cette notion fondamentale de qui je suis, cet être créateur, cette créatrice illimitée, autorité suprême, individualisée dans une âme et un corps, parce que cette notion-là est fondamentale pour la suite de ce propos et de nos podcasts. L'être créateur, si je suis créatrice, cela implique que je devienne responsable et garante de ma vie, c'est-à-dire de ce que je vis et de ce que j'expérimente dans ma vie. Et si je veux commencer à reprendre possession de mes moyens, c'est-à-dire de mon pouvoir créateur, j'arrête de blâmer les autres ou l'extérieur pour ce que je vis. C'est la première chose et c'est élémentaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par être responsable de ma vie?
Ça veut dire que j'arrête de subir ce qui m'arrive en blâmant les autres ou de tenir les autres responsables pour ce qui m'arrive ou en ayant le regard tourné toujours vers l'extérieur. C'est-à-dire que je commence à tourner mon regard vers l'intérieur, vers mon monde intérieur. Plutôt que de me préoccuper des nouvelles à la télé, à la radio, sur internet, je me préoccupe de mes nouvelles intérieures, des nouvelles qui se passent dans mon monde intérieur. Et ces nouvelles-là, ce sont mes sensations physiques, ce sont mes émotions, ce sont mes peurs, ce sont mes croyances, mes pensées, ce sont aussi les situations que je vis dans mon quotidien. Alors j'arrête de m'extérioriser. J'arrête de nourrir le monde extérieur de ma peur, de ce que les gouvernements ou les terroristes ou les virus ou que sais-je vont bien encore pouvoir me faire. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'arrête de m'abreuver de toutes ces nouvelles extérieures qui me gardent dans la peur, dans l'inaction. Et en fait, c'est comme un tournant dans ma façon de voir les choses. Plus j'arrête de focaliser sur l'extérieur, plus je tourne mon focus, mon regard vers l'intérieur. C'est comme si mes yeux dans leur orbite révolutionnaient et qu'une même situation, une même scène, je la regardais différemment. C'est toujours la même scène, mais par contre, le regard que je porte est différent. Et cette révolution de la perception, cette révolution de la conscience est absolument décisive si je veux reprendre mon pouvoir créateur, si je veux reprendre mon pouvoir d'être souverain pour m'auto-affranchir. Cette révolution-là, sans cette révolution de conscience, c'est-à-dire de perception, il y a même pas de début d'auto-affranchissement. Donc, il va falloir un moment que j'opère cette révolution de conscience. Concrètement, je vais donner quelques exemples sur ce que j'entends par tourner le regard vers l'intérieur. Plutôt que de me dire, par exemple, je ne peux rien faire à cause de la situation politique ou sanitaire parce que ça me dépasse et je ne sais pas quoi faire. C'est de me dire, ben là, maintenant, dans ma vie, face à toutes ces nouvelles-là, peut-être que ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que moi j'ai à faire concrètement? Est-ce que j'ai à changer d'emploi? Est-ce que j'ai à changer de croyance vis-à-vis de l'argent? Quel prochain pas j'ai à faire dans ma vie pour évoluer? Par exemple, dans ma relation de couple ou avec mes enfants? Est-ce que j'ai à m'instruire sur un problème de santé que je vis à répétition? Par exemple. L'idée, en fait, c'est de porter mon attention sur mes défis à moi, sur mes difficultés, du moment ou tout simplement sur des choses que j'ai à régler dans l'instant présent dans ma vie, plutôt que de me distraire avec des nouvelles extérieures, très souvent, en plus, mensongères, donc qui sont de la distraction, totale. Je me souviens qu'en 2020, moi, j'ai vécu, en 2020, donc au début de la pandémie, de la crise, sanitaire, j'ai vécu un exemple, comme ça que je voudrais vous partager. À l'époque, à mon travail, donc en début de crise sanitaire, on nous a tous pratiquement tous mis en télétravail et je me souviens que quelques semaines avant, en discutant avec une collègue, j'avais eu ce souhait, cette aspiration de prendre 6 mois de congé, 6 mois de congés payés. Évidemment, là où je travaille, ça se fait pas, c'est pas possible et ensuite, il y a eu l'annonce du télétravail et ce télétravail-là, donc entre le temps de s'ajuster à ce nouveau fonctionnement et ce nouveau mode de travail, moi, j'ai littéralement vécu 6 mois de congés payés. Donc j'ai eu 6 mois de congés, donc ça répondait un peu à ça avait répondu à mon aspiration. Et donc ce que je veux dire, c'est plutôt que de voir la situation comme un drame, ben là, ben je me dis: «Ben, j'ai pu me reposer, je peux prendre des cours, je peux apprendre de nouvelles choses, je peux faire des choses, que je ne pouvais pas faire jusqu'à présent» et donc je regarde cette situation de l'intérieur et je peux en percevoir tous les avantages. Plutôt que de la subir en victime et de la regarder de l'extérieur et de dire: «Oh là là, c'est dramatique, c'est une catastrophe ce qui se passe» et cetera. Donc ça, c'est un exemple, que j'ai vécu. Après je vais vous donner encore un autre exemple, qui est peut-être un exemple un peu plus corsé que celui-ci, pour dire qu'il est toujours possible, en fait, d'opérer cette révolution de la perception, de la conscience. Par exemple, moi, je viens d'un pays où, les droits et libertés individuelles sont tout le temps bafoués.
Vous pouvez posséder une maison, par exemple, et un beau matin, quelqu'un se pointe chez vous, parce qu'il a un poste, de pouvoir ou bien il a des relations avec, des personnes au pouvoir et il décide, bah, que votre propriété lui appartient et que, bah, qu'il va en faire ce qu'il veut. Donc il se pointe chez vous avec un bulldozer et l'armée et donc il vous fait déguerpir des lieux, tout naturellement. Et donc face à cette situation-là, passer le stress, et le choc de la situation, il y a 2 façons de voir les choses. Soit je me dis: «Bah, je suis impuissante, incapable de prédire la prochaine folie qui va me tomber dessus, parce que je vis dans un pays où règne le chaos et la loi du plus fort». Ou alors, je peux choisir de me dire: «Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette situation me montre? Est-ce que je songeais déjà à me libérer de cette propriété et que ça commençait à me peser, mais par contre je ne le faisais pas? Est-ce qu'il serait possible que je porte en moi des croyances, qui font que je vive une telle situation d'expropriation ou de dépossession, par exemple? Donc l'idée, c'est que je face à quelle que soit la situation, que je puisse faire ce retournement de conscience, ce retournement de la perception et de regarder la situation depuis mon intériorité. Et ainsi, en fait, à chaque fois qu'une difficulté se présente, vous faites cette révolution, en fait, de perception et vous parvenez à en voir les avantages. Et plus ça va et quelle que soit la difficulté, vous finissez toujours par trouver les avantages et vous finissez en fait par c'est comme si vous finissez, qu'on finit par gagner en puissance, qu'on finit par, limite j'ai envie de dire, devenir invincible. Parce que toute occasion qui se présente et qui se présentera sera nécessairement une occasion de progrès, une occasion d'évolution, un challenge, un jeu et non plus un drame duquel on ne peut plus sortir. Donc voilà, en fait, le propos vraiment là, c'est vraiment de plus je m'applique à voir une situation de l'intérieur et quelle que soit la situation extérieure parce qu'on voit bien qu'en ce moment, on vit beaucoup de bouleversements, de choses difficiles au niveau individuel et collectif. Donc d'où l'intérêt de faire ce jeu de révolution de la perception pour passer au travers de tous ces événements et de toutes ces situations. Et plus je peux me voir les choses depuis mon intérieur, plus je peux me focaliser sur ce qui est essentiel et faire abstraction de ce sur quoi j'ai pas le pouvoir, et en vérité de ce qui ne me concerne pas. Parce que ce sur quoi j'ai pas le pouvoir, en vérité, ne me concerne pas. Et en résumé, ce que je voudrais juste finir, en disant que plus je tourne mon regard, vers l'intérieur, plus je suis capable de faire bouger les lignes à l'intérieur de moi. Ces lignes-là, ce sont mes croyances, ce sont mes peurs, ce sont, mes émotions et cetera et plus je suis capable de faire bouger ces lignes à l'intérieur de moi, plus je gagne en liberté et en puissance et cette liberté et cette puissance vont faire que ma réalité extérieure commence à se modifier, à changer. Donc plutôt que de changer ma réalité extérieure par des conditions extérieures, je la change en changeant mon intériorité. Donc voilà, ce que je voulais apporter, à ton propos, Huguette. Alors, merci Huguette et Mélissa. Moi, je vais apporter une partie qui me semble indispensable, c'est comment on fait pour retourner à soi et pour pouvoir justement pratiquer ce que Mélissa vient de dire et puis se libérer petit à petit de nos peurs. Donc, dans cette grande ambi ambitieuse, décision de s'auto-affranchir, de vouloir mourir à la peur au lieu de mourir de peur comme nous avons fait donc jusqu'à présent. Le retour à soi, en fait, est vraiment primordial et si on ne maîtrise pas ça, ça peut être un peu chaotique et même, heu, impossible pour certaines personnes de pouvoir retourner à l'intérieur de soi et faire tout ce que Mélissa vient de développer. Donc, ce retour à soi est important pour, ne pas laisser, heu nous laisser, nous laisser emporter, pardon, par notre ego,
Cet ego-là, donc, qui a peur tout le temps et qui, en plus de ça, est convaincu de son impuissance. Alors, pour mettre en application ça, concrètement, ce retour à soi, pour faciliter notre sortie de notre monde de peur, qu'il soit intérieur ou extérieur, et de pouvoir transformer ces situations que nous vivons au quotidien, je propose donc un exercice en 7 étapes pour commencer ce désamorçage de la peur. Et puis, en même temps, ce retour à soi va nous permettre justement de voir ces nouvelles possibilités, ces nouvelles visions qu'on ne voit pas quand on a le nez dans nos peurs, dans nos émotions, etc. Alors, la première étape, c'est dès qu'une peur se présente, une peur, ça peut être aussi une colère, une déstabilisation, une dévalorisation, un jugement, enfin toutes ces émotions qui souvent nous minent de l'intérieur et souvent nous mènent à l'inaction. Huguette l'a expliqué auparavant, ben, dès qu'il y a une émotion comme ça, qui nous mène soit à l'inaction, soit à une réaction qui n'est pas toujours alignée avec ce qu'on veut vraiment, la première chose à faire, c'est immédiatement arrêter ce drame à l'intérieur de soi. C'est de dire stop. C'est de dire stop, mais à 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est au niveau mental. Vous savez, ce mental qui tend à s'emballer et à tout dramatiser, même les choses les plus petites. Et c'est vraiment de lui dire stop, tais-toi, et l'amener au silence. OK? Le deuxième niveau, c'est au niveau émotionnel. Donc, cet émotionnel, ce vital qui déborde de partout, et c'est de revenir à cette neutralité émotionnelle. Okay. Et finalement, le troisième niveau, c'est de dire stop à l'agitation physique. Calmer ce corps, calmer ces cellules, amener à ce que à l'immobilité du corps et des cellules. Okay. Donc, ces 3 actions, ces actions, pardon, à ces 3 niveaux, sont les conditions essentielles pour que l'âme puisse agir. Et une fois que cette première étape est faite, alors c'est beaucoup plus facile de faire un retour à soi. Un retour, vous savez, à cette partie de soi qui ne connaît ni conflit, ni peur, ni besoin, qui est calme et qui est dans le moment présent. Donc, nous devons trouver cet espace en nous. Et je sais que la plupart de vous, vous l'avez déjà ressenti à certains moments de votre vie. Et vous savez, ces moments de vie où on prend des décisions qui sont justes et parfois qui sont impensables. On n'y aurait même plus pensé. On n'y aurait même pas pensé, pardon. Et donc, cet état de soi quand on est dans des situations très inconfortables et dramatiques, et puis justement, on arrive à trouver la solution qui est juste, et puis c'est solide en nous. Donc, pour identifier cet endroit en nous, toucher cette partie intérieure qui est la partie la plus élevée en nous, je vais vous donner des outils pour pouvoir rentrer en contact avec cette partie-là. Et je vous invite vraiment à la visualiser, même à la personnifier, car c'est plus facile. Vous pouvez même lui donner une consistance physique, tactile, olfactive, auditive même. Vous pouvez même lui donner un nom à cette partie.
c'est possible aussi. Donc concrètement, si moi, je vous décris ma partie à moi qui est donc le siège de mon âme, pour moi, elle se situe derrière mon cœur, mais vers la pointe de mon cœur, vers le bas de mon cœur. Et donc, quand je la visualise, ça ressemble plus à une boule de 2-3 centimètres. Et cette boule, elle est douce, elle est lisse, elle est souple, elle est rose pâle et puis elle est aussi lumineuse de l'intérieur. Donc ça, c'est ma partie à moi, à laquelle j'arrive à me connecter quand j'ai besoin justement de me retrouver à l'intérieur de moi. Donc, je vais placer ma main à ce niveau-là de mon cœur et puis je vais aller au contact de cette boule, de cette boule rose pâle qui est juste là. Et cet endroit-là de moi, c'est là où j'arrive à trouver la tranquillité, la paix intérieure. Et c'est ainsi que j'arrive à me détacher du drame extérieur et de rencontrer, de me mettre en contact avec cette énergie, cette conscience supérieure qui est donc en moi et qui n'est pas celle de mon ego animal. Et donc, comme je disais, c'est de cet endroit-là qui, pour moi, c'est là où je ressens que c'est le siège de mon âme, ou en tout cas où je peux rencontrer ou percevoir mon âme. Donc, donnez-vous ce temps-là d'identifier cet endroit en vous. C'est essentiel de retrouver ça en soi, de le trouver d'abord, afin de pouvoir se connecter à ça. Et c'est ça qui va vraiment nous permettre de nous dissocier des drames extérieurs. Une fois qu'on est capable de faire ça et qu'on peut se connecter avec cet endroit en nous, on peut passer ensuite à la prochaine étape. Et cette troisième étape est essentielle, surtout dans un monde où tout doit aller vite. Donc cette troisième étape, c'est de prendre le temps avant de rentrer en action, avant de prendre une décision ou avant de réagir à quelque chose. De prendre le temps justement pour mettre cette distance avec la situation extérieure. Ce qui va nous permettre de vraiment avoir un angle de vue qui est beaucoup plus élargi et ainsi accéder à des options, des possibilités qu'on ne pouvait pas voir quand on avait le nez dans les situations de stress ou de drame. Comme nous sommes immortels, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas de problème, on peut prendre tout le temps qu'on veut. Mais bon, ça sera pour un sujet une autre fois, hein, les filles. Et puis tout le monde, les filles, les gars, tout le monde. Donc, prendre le temps pour donner des exemples concrets auxquels on peut être confronté dans la vie de tous les jours. Si certains d'entre vous allaient encore visiter un docteur, vous savez, quand le docteur vous dit oui, oui, mais il faut commencer votre traitement tout de suite, sinon après, on ne pourra plus rien faire pour vous. Hein, ils sont très forts à ça. Donc, vous répondez simplement et calmement, merci docteur, je vais réfléchir et je vous rappelle. Accordez-vous de prendre du temps pour réfléchir. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite de prendre la décision qui est la plus éclairée, mais surtout la décision qui est détachée de la peur. D'accord? Très important, ne prenez jamais une décision à partir de votre peur. Jamais. Et c'est pour ça que prendre le temps, prendre la distance va être primordial dans ce processus. Une autre situation qu'on a connue, hein, mais il y a quelque temps, la pandémie, si à un certain moment, certaines personnes de ce monde planifient à nouveau, on ne sait jamais,
de nous enfermer, de nous interdire de sortir, de nous interdire de travailler, ça, on est encore d'accord. D'aller au restaurant ou de nous obliger de nous faire vacciner. Enfin, vous savez, tout le scénario qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Pareil, même recette. Attendez avant de faire quoi que ce soit, avant de paniquer. Accordez-vous ce moment de réflexion. Et puis, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer la semaine suivante, le mois suivant, et on l'a expérimenté. Hein, il suffisait juste d'être patient, et puis après, tout est revenu un peu comme avant, si on peut dire. Et voilà, donc ça, c'était la troisième étape, prendre le temps. Une fois que vous avez pris votre temps, bah, c'est à ce moment-là que vous passez à la quatrième étape qui est carte blanche à mon âme. Si vous ne savez pas trop ce que c'est que l'âme, c'est un terme un peu, j'ai oublié le mot, un peu galvaudé. On en reviendra, il y aura des podcasts sur ça. Mais au moins, carte blanche à cette partie supérieure en moi, c'est-à-dire s'en remettre à cette partie-là, à s'abandonner à cette vibration qui sait tout et qui est juste pour nous. Et cette partie-là de nous, qu'on appelle l'âme, elle est très particulière car elle ne parle pas avec une voix, elle n'a pas de mots, elle est d'un silence absolu. Et son autre particularité, c'est qu'elle procure une énergie qui est subtile mais en même temps puissante. Et c'est cette énergie-là qui va nous pousser dans l'action qui est juste à faire dans le moment présent. Pareil, ce concept sera développé dans plusieurs podcasts puisque ça va revenir très souvent. Et pour illustrer, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai eue récemment qui va peut-être vous donner une idée de comment ça marche ou du processus à suivre. Donc, il y a quelque temps, j'ai été arrêtée par un policier pour excès de vitesse dans l'État de New York. Et la procédure n'était pas comme je la connaissais jusqu'à présent, c'est-à-dire le policier vous écrit un papier avec le montant à payer, la date limite, puis vous dit au revoir, et puis après vous rentrez chez vous, vous la payez, si vous voulez la payer. Non, cette fois-ci, le policier il me donne une feuille à rallonge de 10 km. Non, je ne suis pas marseillaise, mais elle était très longue, la feuille, et il me dit présentez-vous au juge à telle date. Oh, c'est la première fois que j'ai ça, donc bon, je ne savais pas trop quoi faire, et je lui dis oui, mais moi j'habite en Floride, je ne vais pas pouvoir revenir à cette date-là. Il m'a dit c'est pas grave, vous cochez coupable ou non coupable, vous signez et vous renvoyez au juge. Bon, d'accord. Et puis à l'intérieur de moi, j'ai pas envie de cocher coupable, non coupable, signer, etc. Ça me disait non. Et puis plusieurs personnes m'ont conseillé, ouais, fais ça, comme ça tu payes pas l'amende, etc., etc. Et puis à l'intérieur de moi, ça se contractait, non, je me sentais pas de faire ça. Alors j'ai appliqué ce que je vous explique aujourd'hui. J'attends. J'attends et je demande à mon âme, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Puis il y a quelques jours, un matin, je me suis réveillée, j'ai pris une feuille blanche, un crayon et je me suis mise à écrire au juge. Et les mots sont venus tout seuls. C'est très simple, très fluide. J'ai signé mon nom, Marie. J'ai plié toutes ces feuilles, je les ai mises dans une enveloppe, un timbre dans la boîte aux lettres. Et c'était très particulier parce que il n'y a pas eu de cogitement, de discussion dans ma tête. Ça me semblait juste parce que c'était très calme à l'intérieur de moi, c'était pas en contraction, au contraire, c'était vraiment détendu
Et puis, il y avait cette énergie de faire. Il n'y a pas eu d'effort. J'ai pas eu à dire, oh, je m'assois et que j'écrive. Je me suis levée, j'ai pris le papier, j'ai écrit. Et cette énergie d'action avait un petit peu un caractère euphorisant. C'était pas de la joie, wouhou, non, mais c'était presque, ah bah, je le fais et voilà, je le fais. Voilà, donc je voulais vous partager ça pour vous décrire comment cette partie élevée en nous amène à une action, je crois, Mélissa, c'est ça que tu as dit, qui est naturelle, sans pensée, sans ruminement. Et c'est vraiment, ça sent, c'est juste à l'intérieur. Et ça ne prend pas d'énergie, au contraire, ça en procure, même dans des actions qui paraissent effrayantes. Et donc, c'est ça que je vous invite à faire, c'est de pouvoir vous en remettre à cette partie supérieure de vous, à vous laisser aller et à la laisser vous emmener vers l'action juste. La 5e étape, après ça, bah, écoute, là, c'est le sans attente de résultat. Moi, je ne connais pas le résultat de mon action avec le juge. Ben, c'est pas grave, j'attends. Et en sachant que ça peut être le pire que mon ego ait pu imaginer, parce que ne vous inquiétez pas, mon ego, il a imaginé le pire déjà. C'est une amende super élevée, retrait de permis, voilà. Donc, ça peut être ça, mais c'est pas grave. Retour à l'étape numéro 1, numéro 2. Je dis stop à mon mental qui imagine le scénario catastrophe et j'attends. Et ensuite, j'ai mis une 6e étape, c'est que je m'occupe d'une peur à la fois. Celle que je peux gérer émotionnellement et matériellement au moment présent. Je le fais. Car à chaque peur que je guéris, je gagne donc en ressources intérieures, en confiance en moi, en puissance intérieure. Et c'est comme ça, c'est comme ça que je peux avancer. C'est un peu comme un muscle. Plus je m'entraîne à le faire et plus je deviens fort à l'intérieur de moi. Donc, au bout d'un moment, quand on fait ça, bah, des peurs qui nous paraissaient impossibles avant, eh ben, aujourd'hui, je peux m'en occuper. Donc aujourd'hui, il est très clair pour moi, je ne suis pas capable de dire au juge, bon voilà, la personne qui est nommée sur ce document, bah, c'est pas moi. Non, ça, je ne suis pas capable de dire ça. Donc je joue le jeu de la justice, mais j'ai mis une petite note personnelle. Je n'ai pas non plus suivi exactement la procédure officielle. Donc, pour moi, c'est une étape où je me sentais confortable. Et quand le moment sera venu que j'aurai plus envie de jouer avec la justice, eh ben, je le saurai, ça sera clair en moi, et l'énergie va m'accompagner dans cette action-là. Mais pour le moment, c'est pas ça. J'ai rajouté la 7e étape, car souvent j'entends dire les gens, oui, mais, vous connaissez le bêlement, mais je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, etc. D'accord, oui, vous avez vu, je vous ai expliqué, moi je suis pas capable de faire comme Guy, dire au juge, c'est pas moi, etc. Mais au moins, faites ce que vous pouvez faire. Focalisez sur les peurs et les actions que vous pouvez faire ici et maintenant. Sinon, on n'avance pas, on fait du surplace, on tourne en rond. Donc, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire présentement. Et même si ce n'est pas grand-chose, faites-le. Donc, la 7e étape, c'est focaliser sur les peurs que vous pouvez faire. Pour vous, à ce moment-là, même si c'est tout petit, ça paraît tout petit, là encore, c'est le jugement qui vient, eh bien,
pour vous, dans votre évolution personnelle, cette étape-là est importante parce qu'elle va vous préparer à quelque chose d'autre, à votre prochaine étape. Donc voilà, faire les choses que vous pouvez faire et n'allez pas vers le statu quo de bah non, bah je peux pas faire, je peux rien faire. Non, ça c'est le mouton qui a peur, qui bêle et qui reste dans l'inaction. Gardez à l'esprit, pour vous donner de la motivation à faire quelque chose, que à chaque fois que vous guérissez une peur, même si elle est toute petite, à chaque fois que vous faites ça, en fait, vous déprogrammez les autres, tout le monde autour de vous, mais tout le monde sur la planète. Car derrière la peur, il y a l'amour, et l'amour est une vibration qui est contagieuse et qui se propage de cœur à cœur, mais surtout d'âme à âme. Donc voilà, c'était ma conclusion avec les étapes. J'espère que vous allez prendre le temps de les pratiquer. Et puis, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires, vos questions et puis les sujets peut-être que vous aimeriez que nous développions un petit peu plus. Donc, allez-y, envoyez vos commentaires, cliquez sur tous les petits boutons qu'il y a sur YouTube, Rumble, etc. pour nous soutenir. Et puis, merci encore Mélissa et Huguette. Si vous avez un mot de la fin à partager pour aujourd'hui, allez-y. Merci Marianne, merci Huguette. Moi, j'ai pas de mot de la fin. Moi, ça va, j'ai pas de mot de la fin. Merci Marie, merci Mélissa et de cette collaboration. J'aurais un petit mot de la fin, c'est celui de dire que si pour les personnes qui seraient intéressées par plus de précision ou d'informations, il y a un site qui s'appelle personocracia.com et il y a possibilité de se procurer des livres et des livrets où beaucoup d'aspects de nos vies sont explorés. Donc voilà, ça me semblait nécessaire de le dire quand même. Et D'accord, mais, voilà, merci à vous toutes qui nous avez écoutés. d'accord. Et donc, je suppose qu'il y aura un lien, on mettra un lien sous la vidéo pour que vous puissiez accéder au site de personocratia.com et vous procurer les petits livrets. Alors, à très bientôt. Au revoir Huguette, au revoir Mélissa et au revoir Au tout le revoir. monde. Au revoir.